Les Antiquités de Rome, de Joachim du Bellay, sonnet numéro 3. Nouveau venu, qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme celle qui mit le monde sous ses lois, pour dompter tout, se dompta quelquefois, et devint proie au temps, qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument, et Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit, reste de Rome. Ô mondaine inconstance, ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit, au temps fait résistance. Un jeu de bonneteau ou de gobelet, voilà dans quoi nous entraîne la première lecture de ce troisième sonnet des Antiquités de Rome. Dans le rôle de l'escamoteur, du Bellay s'adresse au lecteur qui vient d'ouvrir son recueil ou au visiteur qui fait ses premiers pas dans la ville éternelle. Nouveau venu, cette apostrophe assoit d'emblée l'ascendant du poète manipulateur sur son naïf lecteur-spectateur. Elle est relayée au début du deuxième quatrain par un impératif, voix, qui confirme ce rapport de force. Le tour de passe-passe peut se mettre en branle. Son efficacité repose sur 4 procédés qui, combinés, contribuent à nous désorienter. La répétition des mêmes termes, d'abord, à commencer par la plus spectaculaire, celle du nom propre Rome, on en compte 11 occurrences. La métonymie, ensuite. Cette figure de rhétorique consiste en l'utilisation d'un nom à la place d'un autre nom qui entretient avec lui un rapport de dépendance, de cause à effet, de contenant à contenu, ou vice-versa, et j'en passe. Les 11 mentions du mot Rome sont soumises à ce glissement de sens, puisque l'on passe sans cesse du nom du lieu dans lequel séjourne le poète entre 1553 et 1557 à celui de la cité antique, capitale d'un empire multiséculaire, ou au symbole de la grandeur, de la puissance et de la magnificence. Petite parenthèse, Corneille se souvient peut-être de Du Bellay quand, un siècle plus tard, en 1662, il fait dire au rôle-titre de sa tragédie Sertorius « Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis ». Un vers cité dans tous les manuels de rhétorique pour illustrer la métonymie. Fermons la parenthèse. Troisième pièce du dispositif, l'antithèse, qui accroît notre désarroi, en particulier dans le deuxième quatrain. Vois quel orgueil, quelle ruine, celle qui mit le monde sous ses lois et devint proie au temps. Pour dompter tout, se dompta. Et dans les 2 derniers vers du poème, ferme, fuit, et par le temps détruit, au temps fait résistance. Dernier procédé, la juxtaposition, comme l'escamoteur avec ses gobelets, comme le joueur de bonneteau avec ses cartes retournées, Du Bellay manipule les mots et l'ordre du discours, il permute, il inverse, pour rapprocher des termes identiques de sens différents ou des antonymes. Ainsi en va-t-il de Rome, pris dans son sens littéral et dans ses sens métonymiques. Introduite dans le premier vers, la formule « Rome en Rome » se répète dans le deuxième vers grâce à une inversion, puis se transforme en « Rome de Rome » au début du premier tercet, grâce à une nouvelle inversion, avant de devenir « Rome, Rome » dans le vers suivant, et « Rome, Rome » a vaincu seulement. Autre juxtaposition spectaculaire, celle des antithèses évoquées tout à l'heure. Vois quel orgueil, quelle ruine, sans parler de l'axiome final qui met en place un jeu d'opposition au sein de chaque vers, ferme, détruit, fuit, résistance, d'un vers à l'autre, ferme, fuit, détruit, résistance, et entre chaque vers pris dans son ensemble.
Répétition, glissement de sens, antithèse, juxtaposition, le poète ne lésine pas sur les moyens pour créer le désarroi et conduire son lecteur au constat douloureux de l'illusion dont il est victime. Il n'y a plus rien derrière ou sous le nom glorieux. L'ancienne capitale de l'Empire n'est plus qu'un tas de ruines vouées à la disparition et à l'anéantissement. Magistral tour de passe-passe, Nouveau venu peut de fait se lire comme une variation sur ces thèmes de la disparition et de l'anéantissement. Le premier quatrain commence le travail de Sappe par l'esquisse d'un type particulier de métonymie, la synecdoque, c'est-à-dire la désignation du tout par une de ses parties. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. Rome se réduit à l'énumération de quelques ruines abstraites unies par la répétition de l'adjectif vieux, énumération qui elle-même va dans le sens de l'amoindrissement. Nous passons des palais aux arcs, puis des arcs aux murs. Même mouvement dans le second quatrain. Après le faste architectural, c'est la puissance qui est visée. Nous avons déjà parlé du jeu d'antithèse qui nous fait passer du Capitole à la roche tarpéienne, mais on peut aussi souligner la logique de décadence à l'œuvre dans les vers 5 à 8. Après avoir mis le monde sous ses lois, Rome se dompta quelquefois, puis devint proie au temps. Maître, maîtriser, et enfin proie, deux verbes actifs, mis, dompter, puis un verbe pronominal et un verbe d'état à sens passif, se dompta, devint, les voies verbales redoublent le sens des mots. Le premier tercet enfonce le clou. Ces deux premiers vers résument les deux quatrains. Rome n'est plus qu'un nom prestigieux. L'Empire romain s'est écroulé sur lui-même par un effet d'autodestruction. Réduite au Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit, Rome peut alors s'effacer dans un mouvement d'évacuation et de vidage. L'escamotage est terminé, l'illusion dissipée, nouveau venu, tu peux circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir, mais beaucoup à entendre dans ce sonnet, amplifié par l'écho des rimes en homme, des allitérations en air et des sonorités voisines, orgueil, monde, dompté, monument, eau mondaine, les 11 occurrences de Rome font vibrer et résonner le R, le O, le M tout au long des 14 vers du sonnet. Et par contraste, ce Rome d'âme accroît le sentiment de vide laissé par le poème. Rome abolit Bibelot d'inanité sonore, la Rome de Dubélé nous fait penser au Ptyx de Mallarmé dans son fameux sonnet en X. Désormais instruit par le poète et débarrassé de notre naïveté initiale et de nos illusions, il ne nous reste qu'à méditer le constat désabusé de la vanité de toute chose formulé dans le dernier tercet. Ô mondaine inconstance, ce qui est ferme et par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Axiome retors, qui semble généraliser et théoriser l'expérience romaine, alors qu'en fait, il en modifie profondément le sens. Souvent, les tours de passe-passe se terminent par un coup de théâtre magistral, l'apparition d'un foulard multicolore, d'une colombe ou d'un lapin, là où l'on s'attendait à retrouver la noix de muscade qui apparaissait, disparaissait, passait d'un gobelet à l'autre depuis le début du tour. C'est aussi ce qui se produit à la fin de Nouveau Venu. Relisons bien l'axiome final. Loin de l'anéantissement, le dernier mot est à la résistance. Et ce qui fuit, au temps fait résistance. Ce dernier vers produit une inversion des valeurs qui éclaire d'un jour nouveau tout le sonnet. Dépréciation de la grandeur, du ferme et du solide, éloge de la faiblesse, du fragile et du fugace. Rome n'est plus que ruine, Rome n'est plus qu'un nom,
Mais ces riens, des ruines, un nom, sont tout pour le poète. Il y trouve le rêve et la légende, l'émotion impalpable et la nostalgie tenace des choses qui ne sont plus. Il y trouve la source vive de l'inspiration poétique, des antiquités de Rome et des regrets, de ces milliers de vers simples qui autant ont fait résistance pour venir jusqu'à nous.